stocker, traiter, échanger de l'information, c'était le papier. Et donc, à cette époque, à l'époque du papier, alors l'époque du papier, ça vous paraît peut-être pour vous la préhistoire, mais c'était hier. Moi, j'ai connu le monde sans informatique. Bon, je suis un peu plus vieux que vous, mais j'ai connu le monde où on n'avait que le papier à nos dispositions. Et donc, dans ce contexte technologique papier, on devait faire fonctionner nos organisations. Alors voilà comment on stockait l'information il y a quelques années. On avait des salles avec des opérateurs, des opératrices qui passaient leur journée à stocker de l'information sur du papier. Donc ça, c'était le disque dur de nos organisations. Pour échanger l'information, on devait échanger du papier. On devait transmettre du papier, de l'information sur papier, d'un point A à un point B. Ça, c'était Internet. Et c'était hier. Et pour traiter l'information, on n'avait pas les calculateurs que vous avez tous en ce moment sous les yeux. On avait des machines mécaniques de calcul. Et donc, on avait des opérateurs, des opératrices qui passaient leur journée à faire des calculs de coûts, de performances, de je ne sais quoi, et qui les rentraient sur du papier. Et donc, ça a donné naissance à l'organisation que l'on connaît encore aujourd'hui. Pour aborder ce monde avec la technologie du papier, on n'avait pas d'autre choix que de mettre en place des indicateurs de performance simples, de cloisonner nos organisations puisque les gens ne pouvaient pas échanger rapidement ensemble, et donc de piloter nos organisations en recherchant de la performance localement sur toutes les fonctions. On n'avait aucun moyen d'aborder globalement notre organisation. On n'avait aucun moyen d'aborder globalement notre organisation. Et donc ça a donné naissance aux règles que l'on connaît aujourd'hui et aux modèles que l'on connaît aujourd'hui. Alors les modèles qui dominent aujourd'hui dans nos organisations, c'est au niveau de la façon de faire des affaires, le focus sur le volume de produits. On est toujours convaincu qu'on va être performant en produisant de plus en plus, en ayant toujours des volumes phénoménaux de produits. Pour gagner de l'argent, on n'avait rien trouvé de mieux à l'époque que de calculer des coûts de revient sur ces produits et donc de chercher de la rentabilité sur ces produits. Donc la performance, on l'a assimilée à la rentabilité de nos produits. Pour avoir des produits rentables, il faut avoir des ressources productives. Et donc c'est pour ça qu'on a mis des indicateurs simples de productivité sur toutes nos ressources. Et enfin, pour être sûr que nos ressources seront productives, il faut qu'on leur mette un management qui va leur donner des consignes et qui va contrôler si ces consignes sont respectées et si les performances sont au rendez-vous. Donc voilà un peu le terreau actuel dans lequel évoluent nos entreprises. Et donc tout ça, j'insiste bien, on a fait comme ça parce qu'on ne pouvait pas faire autrement à l'époque du papier. On a fait comme ça parce qu'on ne pouvait pas faire autrement à l'époque du papier. Aujourd'hui, le digital nous permet de procéder complètement différemment. Je prends juste un exemple tout bête. J'ai une machine et je me pose la question de savoir si cette machine, je dois la faire produire ou pas. À l'époque du papier, je n'ai aucune visibilité sur le marché, je n'ai aucune visibilité sur les stocks de mes clients. Donc la seule décision à prendre, c'est de la faire produire. Si je ne la fais jamais produire, là, je suis sûr de ne jamais rien vendre. Aujourd'hui, avec le digital, je sais accéder au stock de mes clients, aux ventes en temps réel sur mes marchés. Donc je sais synchroniser, et ça c'est le mot-clé de l'usine du futur, je sais synchroniser mes décisions locales sur un contexte global. Donc ça me permet de réinventer mes modèles. Donc ma conclusion à cette première partie, c'est que nous sommes en fait les hommes préhistoriques de l'ère digitale. Nous sommes les premiers hommes. Je vous dis, moi j'ai connu le monde du papier. L'informatique, j'ai découvert ça. Alors vous êtes peut-être né avec des tablettes et peut-être pas encore tout à fait. Mais les personnes qui sont aux manettes des entreprises aujourd'hui, qui ont à peu près mon âge, ont connu le monde du papier. Donc ce sont les premiers hommes de l'informatique. Alors imaginons, je suis capable de remonter le temps, et je vais voir notre ancêtre, qui ressemblait peut-être à ça, et qui chassait, qui se nourrissait en chassant avec un gourdin. Et je lui fais cadeau d'une magnifique Kalachnikov. Par contre, je ne lui dis pas comment on doit s'en servir. Je ne lui donne pas le mode d'emploi. À votre avis, comment il va s'en servir de sa Kalachnikov? Il va s'en servir comme il a toujours fait. Il va s'en servir comme d'un gourdin.
Et donc ça, c'est le premier réflexe que l'on a. À chaque fois qu'on a une nouvelle technologie, eh bien, on se demande comment cette nouvelle technologie va me permettre de faire comme avant, mais mieux, plus rapidement, plus confortablement. Je n'ai pas le réflexe de réinventer les usages accessibles avec cette nouvelle technologie. Et donc c'est vraiment ça qu'il faut qu'on soit capable de faire, c'est réinventer les usages auxquels on a accès grâce à ces nouvelles technologies. Et regardez tous les petits développeurs de génie qui ont développé des applications et qui ont fait fortune en les vendant à Google ou à Facebook, bah, c'est juste parce qu'ils ont utilisé la technologie à laquelle tout le monde avait accès, mais pour développer, pour proposer une nouvelle façon de réaliser un usage habituel. C'est ce que l'on doit arriver à faire dans nos organisations. C'est ça le vrai challenge de l'usine du futur. Donc le digital, ce n'est pas une nouvelle façon de faire comme avant. On n'est plus dans l'incrémental. C'est vraiment la première fois qu'on peut faire radicalement différemment. Alors ça, c'est une petite vidéo que j'aime bien, qui représente un peu ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Là, c'est un aquarium avec des poissons rouges, donc qui ont toujours vécu dans leur aquarium, donc ils sont habitués à vivre dans leur aquarium. Donc l'aquarium, ça représente un peu la technologie du papier, les limites du papier. Ce bocal. Et puis d'un seul coup, ce bocal, je l'immerge dans un aquarium immense. Ça veut dire que je fais sauter la limite du bocal. Hein. Et voilà ce qui se passe. Donc là, rien ne les oblige à rester dans ce bocal. Ils peuvent sortir du bocal. Et ils sont tellement habitués à vivre dans ce bocal qu'ils n'ont pas l'idée d'en sortir. Et puis surtout, ils se disent, mais là, je suis dans ma zone de confort, je connais bien ce bocal, je sais comment il se comporte, j'en connais tous les recoins, mais je ne sais pas ce qui va m'arriver si j'en sors. Peut-être que je vais être exposé à un danger si je sors de mon bocal. Et effectivement, on voit apparaître le danger qui me conforte dans l'idée de rester dans mon bocal. Donc c'est un peu ce qu'on est en train de faire en ce moment. On a des technologies, mais on ne veut pas s'aventurer. Donc on va rester dans nos organisations actuelles, dans nos modèles actuels, et on va utiliser les technologies pour faire comme avant, mais plus rapidement, de façon plus productive, mais on ne va pas forcément les challenger. Donc le challenge, et c'est vous qui allez être amené à inventer l'usine du futur, le challenge, c'est d'inventer ces nouvelles règles. Alors ces règles, on va les décliner selon 4 domaines. Les modèles d'affaires. Alors les modèles d'affaires actuels, c'est basé, je pense qu'on vous a enseigné ça dans vos cours, sur la courbe d'expérience. La courbe d'expérience, elle nous dit que plus je vais produire un article en volume important, plus son coût de revient va baisser. Donc les X, c'est le volume, et le Y, c'est le coût de revient. Alors ça, c'était vrai il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est plus vrai, puisque déjà, les produits ont des cycles de vie très très courts. Donc je n'ai pas le temps de rentrer dans la courbe d'expérience. Il faut déjà que je conçoive et que je mette sur le marché un nouveau produit. Alors les modèles vers lesquels il faut se diriger, ça va être des modèles plutôt où on va se demander, je vais peut-être arrêter de vendre des produits, je vais plutôt vendre des fonctions. Je vais arrêter de vendre une machine à laver à mes clients, je vais vendre à mes clients la fonction laver du linge. Et le produit machine à laver qui sert à réaliser cette fonction, ça reste ma propriété. Et moi, je vais garantir que la fonction est assurée chez mon client. Et puis surtout, cette machine à laver, elle va être connectée sur le réseau. Et moi, je vais la surveiller à distance. Je vais savoir exactement combien de cycles elle a effectué. Je vais pouvoir voir des symptômes, des signes d'usure. Et je vais pouvoir, comme ça, déclencher des maintenances sur ma machine à laver. Je vais pouvoir livrer la bonne lessive au bon moment. Donc, je vais pouvoir vraiment proposer une offre sur mesure, un service sur mesure à mon client. Donc ça, c'est vraiment une tendance intéressante qui va nous permettre de sortir de l'obsolescence programmée et puis de ces produits qu'on consomme et qu'on jette, puisque la planète ne pourra plus supporter. Il faut également qu'on se rapproche de notre territoire, qu'on arrive à la notion d'écosystème industriel. Une entreprise industrielle, c'est caractérisé par des intrants et des extrants, des flux entrants et des flux sortants. Mais il faut se demander, sur un même territoire, comment les intrants d'un site pourraient être les extrants d'un autre, et créer comme ça des écosystèmes où on va minimiser justement les rejets et minimiser également les transports. Donc ça, c'est une piste intéressante
qu'on explore. Et puis surtout, au niveau de la façon de faire du business, il faut arrêter d'être focalisé sur nos productivités, sur nos coûts. Il faut qu'on retrouve l'obsession du client. Aujourd'hui, ce qui est rare, ce n'est pas les ressources de production, c'est le client. On est dans un marché où l'offre est largement supérieure à la demande, contrairement à il y a une cinquantaine d'années où la demande était largement supérieure à l'offre. Donc il faut qu'on remette dans nos modèles de business l'expérience client au cœur de nos réflexions. Aujourd'hui, on va se différencier non plus en étant les moins chers, on va se différencier en étant les meilleurs. En étant les meilleurs. Et le digital, ça va me permettre de devenir le meilleur. Il y a un petit cas là auquel on assiste, où on a une entreprise qui est en train de conquérir la planète en étant la meilleure de son domaine. Je ne sais pas, vous voyez de qui je parle? Grâce au digital. Qui? Amazon. Voilà. Amazon, alors on ne va pas rentrer dans un débat sur Amazon c'est bien, c'est pas bien. Je parle juste de la machine Amazon et de l'obsession client d'Amazon. Amazon est en train de développer des avantages compétitifs incroyables en ayant mis uniquement l'obsession client au cœur de son modèle et en ayant utilisé les technologies d'information non pas pour devenir les moins chers, mais pour devenir les meilleurs. Donc c'est une source d'inspiration. Après, on peut débattre sur la RSE de Amazon ou sur les impôts payés par Amazon. Non, ce n'est pas le sujet. Au niveau de nos modèles de performance, donc aujourd'hui, comme je vous ai expliqué, on est obsédé sur la marge que l'on va pouvoir faire sur nos produits. La marge qui est calculée par rapport à un coût de revient. Et ça, c'était ce qu'on savait faire avec un papier et un crayon à l'époque du papier. Les modèles vers lesquels on va essayer de tendre, ça va être plutôt des modèles où on va s'intéresser à la valeur ajoutée. Alors la valeur ajoutée, c'est d'ailleurs c'est encore plus simple à calculer. Alors je ne comprends pas pourquoi on l'a un peu brouillé dans nos organisations. La valeur ajoutée, c'est la différence entre ce que j'ai acheté et ce que j'ai vendu. J'ai vendu une baguette de pain 1 €. Dans cette baguette de pain, j'ai incorporé 10 centimes de farine et 1 centime de sel. Eh bien la valeur ajoutée, c'est 89 centimes. Voilà. Donc on va reconsidérer notre système entreprise comme une machine à générer de la valeur ajoutée. Et puis on va se positionner clairement dans une dynamique de conquête de marché. Plutôt que de se dire, mon marché est ce qu'il est et je le subis, et je vais essayer de l'assurer au moindre coût, donc en réduisant mon personnel, en essayant de faire des économies sur tous les postes. On va plutôt se demander à quel marché j'ai potentiellement accès. Potentiellement, mon marché, c'est la planète. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que potentiellement, mon marché, c'est la planète. Si je sais développer une offre irrésistible, une offre qui va être reconnue unanimement, j'ai potentiellement un marché infini. Donc il faut prendre conscience de la taille de ce marché accessible. Donc se placer dans une dynamique de conquête. Et pour conquérir ce marché, eh bien, je ne vais pas m'évertuer à être le moins cher, je vais m'évertuer à être le meilleur, à développer des avantages compétitifs, valeurs que les clients vont ressentir. Et puis aujourd'hui, on dispose de calculateurs, on dispose d'algorithmes qui vont nous permettre de mettre en place des modèles d'optimisation globale qui vont intégrer à la fois mes capacités de production, les caractéristiques de la demande et puis les prix pratiqués sur le marché. Donc là, on sait maintenant définir des stratégies en prenant des considérations qui vont bien au-delà de la marge sur coût de revient complet. Là, on sait faire des calculs avec des centaines, voire des milliers de variables aujourd'hui. Avant, on ne savait pas. Donc ça, c'est le modèle de performance qu'on va revisiter. Au niveau du pilotage de nos organisations, l'idée, c'est de passer de cette logique où je demande à tout le monde d'être à son maximum à une logique où on va essayer de viser un optimum collectif et global. Donc l'approche traditionnelle de nos organisations, ça consiste à découper notre entreprise en fonctions, en services, et puis à rechercher partout des performances locales maximales.
hein. On objective tout le monde sur sa productivité individuelle. Alors ça, on y arrive à peu près, mais on se rend compte que c'est pas parce que tout le monde est à son maximum que mon système est à son optimum. J'ajouterais même au contraire. C'est souvent contre-productif. Donc l'idée, c'est de passer dans une approche systémique, globale. Donc moi, je suis vraiment un disciple de la pensée systémique. Je pense qu'on vous a parlé un peu de systémique dans vos différents cours. Je pense que c'est vraiment la systémique qui va nous permettre de retrouver un peu du sens et de, j'espère, sauver cette planète. Donc l'approche systémique considère que tout est système et qu'un système, c'est un tout focalisé sur un objectif. Et que tous les éléments du système vont contribuer à l'objectif du système, non pas à un objectif individuel. Alors pour aborder ce système, on ne va pas le découper en lamelles, on va plutôt l'aborder à travers ses processus, et surtout à travers, alors il y a un mot qui est fondamental en systémie, c'est l'interaction. On va s'intéresser aux interactions, aux interfaces entre les processus. Et aujourd'hui, à nouveau, les technologies de l'information me permettent de synchroniser les différents éléments d'un système entre eux. À l'époque du papier, je ne pouvais pas faire autrement que ça. À l'époque du papier, je ne pouvais pas faire autrement que ça. C'était ma seule solution accessible. Aujourd'hui, je peux utiliser les technologies de l'information pour synchroniser tous mes acteurs et mettre en place comme ça des données partagées qui vont permettre à chacun de prendre des décisions globalement optimales en fonction du contexte et non plus des décisions localement optimales. Et donc, ça va nous permettre d'arriver vers ce mode de pilotage interactionnel. Donc, on va piloter nos organisations en temps réel. Et ça, on sait faire du temps réel aujourd'hui. Avant, on ne savait pas faire du temps réel. Avant, je ne savais pas me connecter en temps réel avec mes clients, me connecter en temps réel avec mes fournisseurs, me connecter en temps réel avec mes prestataires logistiques, et puis connecter en temps réel mes collaborateurs. Donc maintenant, c'est imaginer et mettre en place des systèmes où chacun se synchronise sur l'objectif. Donc voilà les voies qui se présentent à nous. Donc tout ça, c'est à vous d'inventer tous ces modèles, c'est à vous de faire comprendre aux entreprises dans lesquelles vous allez travailler que les modèles du passé, c'est fini. On peut faire autrement. On peut faire autrement. Les modèles du passé, on les a élaborés parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Alors, au niveau des modèles de management, donc là aussi on est dans des organisations où le modèle dominant, quasi exclusivement, c'est le modèle qu'on appelle pyramidal centralisé, où on a tous un N+1 qui nous dit ce qu'on doit faire, et on doit reporter à notre N+1. Donc ici, on a un centre de décision, et puis on a des centres d'action. Et puis chacun reporte à son niveau supérieur. Ça, c'est ce qui permet de garantir qu'on va avoir des ressources qui seront toujours à leur maximum. Hein, donc c'est bien dans l'ensemble que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Donc les modèles qui émergent actuellement, c'est plutôt des modèles qu'on va appeler agiles. L'agilité, on en parle beaucoup, ça commence à être un peu galvaudé. On va remettre le sens, le bien-être au rang des priorités, des objectifs prioritaires, en partant du principe qu'une entreprise dans laquelle les salariés se sentent bien, c'est une entreprise qui devrait plus performer qu'une autre, où on met la pression sur les salariés. Donc là, il y a un vrai mouvement où on redonne de l'autonomie, on redonne de la responsabilité aux personnes directement concernées par la fonction ou par la tâche. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des entreprises libérées, des entreprises où on a libéré justement les énergies pour que chacun puisse s'investir et trouver justement, alors j'aime pas trop le terme de bonheur au travail, mais au moins du bien-être au travail. Il y a une étude qui est assez alarmante qui vient d'être publiée sur le niveau d'engagement des salariés dans leur entreprise, le niveau d'engagement, le taux d'engagement des salariés dans leur entreprise.
Eh bien, en France, on vient de mettre en évidence que seulement 6% des salariés sont engagés dans leur entreprise. C'est-à-dire qu'il y a uniquement 6% des personnes que vous voyez dans le métro le matin se rendent à leur travail, qui vont à leur travail de bonne humeur, avec l'envie de participer à un projet. 6%. Ça, c'est dramatique. Ça, c'est le plus gros gaspillage de nos organisations. Et ce facteur, il est en chute constante. À la précédente étude, on était à 9%. Là, en un an, on a perdu 3 points. Okay. Donc là, il y a vraiment des choses à repenser en profondeur. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est retrouver du sens et du bien-être. Alors le bien-être au travail, c'est pas simplement mettre un baby-foot et une salle de pause. Hein. Si vous mettez un baby-foot et une salle de pause, et puis que vous avez toujours ce management pyramidal centralisé, où on vous demande juste de faire ce qu'on attend de vous sans vous donner d'autonomie, bah, ce n'est pas le baby-foot qui va vous rendre heureux ou bien au travail. Hein. Et puis ce qu'il faut qu'on fasse émerger, c'est l'intelligence collective. En fait, il faut maintenant qu'on mette des centres de décision un peu partout, que chacun soit potentiellement capable de prendre des décisions, que chacun soit capable d'interagir avec n'importe qui, mais également avec l'extérieur. Et aujourd'hui, les technologies de l'information permettent à n'importe qui de communiquer avec n'importe qui dans une organisation. Ça, si on réfléchit un peu, c'était le modèle le plus économique pour connecter tous les individus d'une organisation. Là, dans un modèle à N individus, dans une organisation à N individus, avec ce modèle, je connecte tout le monde avec N-1 relations. Ici, j'ai eu N-1 relations pour connecter tout le monde. Vous ferez le calcul. Ici, à votre avis, j'ai combien de relations pour connecter tout le monde? Si chacun est connecté avec tout le monde, ça me fait combien de relations dans une organisation à N personnes? N-1? Non, N-1, c'est ici. N fois N-1 sur 2. Excellent. Donc, c'est exponentiel. Ici, je suis linéaire par rapport au nombre d'individus. Ici, je suis exponentiel par rapport au nombre d'individus. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, ça ne me coûte plus rien de connecter les individus. À l'époque du papier, ça me coûtait cher de connecter les individus. Donc voilà un peu les transitions en termes de management qui se proposent à nous. Alors pour réinventer ces modèles, on souffre de barrières. En fait, on a ce qu'on appelle des croyances limitantes, des barrières qui nous empêchent de sortir de nos vieux modèles. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette petite vidéo, je la trouve géniale, je vous la montre. Voilà. Nous sommes nos propres censeurs. Nous sommes nos propres censeurs. Nous nous interdisons des choses que rien ne nous interdit. Et puis il y a une phrase que vous allez entendre tous les jours lorsque vous serez en poste ou lorsque vous serez en stage. Alors c'est la phrase la plus tragique, mais pourtant que l'on entend le plus souvent, c'est « on a toujours fait comme ça ». En général, quand vous allez challenger un peu des usages, une fois que votre interlocuteur sera à bout d'arguments, il va vous dire « ouais, mais de toute façon, on a toujours fait comme ça ». Ça veut dire, toi, petit jeune, tu n'y connais rien, c'est pas toi qui vas nous apprendre, on a toujours fait comme ça. Ça, c'est vraiment la phrase que vous allez entendre le plus. Donc, il faut vraiment arriver à sortir de ces barrières, à repartir d'une page blanche. Alors, vous voyez, dans cette expression, une page blanche, ça, c'est une expression du papier. Partir d'un écran blanc. Est-ce que vous savez également que nous avons 2 cerveaux? Vous savez qu'on a 2 cerveaux? Donc, on a le cerveau gauche, qui est celui de la rationalité, de la science, de l'approche cartésienne, de la théorie. Et puis on a le cerveau droit, qui est davantage le cerveau de l'imagination, de la vision globale, de la conceptualisation un peu non verbale des choses, des arts,
Et malheureusement, dans nos écoles d'ingénieurs, à votre avis, quel est le cerveau qu'on muscle? C'est le gauche. On vous fait des champions du monde du cerveau gauche. Hein, on développe uniquement votre cerveau gauche. Et par contre, ce dont il faut être conscient, c'est que si je sais donner un peu la main à mon cerveau droit, si mon cerveau gauche sait disparaître un peu au profit du cerveau droit, bah là on va générer des idées et on va vraiment sortir du cadre et trouver des idées complètement en rupture. Oui? On a toujours fait comme ça. Vas-y. Ouais. Oui, alors je suis d'accord avec toi. Sauf que le monde a changé. Le monde a changé. Oui, mais le monde a changé. Moi, si le monde était toujours le même qu'il y a 50 ans, je ne serais pas en train de vous raconter ce que je vous raconte actuellement. Là, je vous raconte ça parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le même monde technologique, économique et environnemental. Tu es bien d'accord? Là, si je te dis, on a toujours fabriqué des produits pour qu'ils tombent en panne au bout de 2 ans, et donc on continue. On est en train de tuer la planète, mais on continue. Le monde a changé. Mais sinon, je ne suis pas en train non plus de jeter à la poubelle toute l'expérience qu'on a acquise. Ce n'est pas mon propos. Alors, on va faire un petit test pour savoir si vous êtes cerveau droit ou cerveau gauche. Je vais vous montrer une image, elle va rester à l'écran pendant 2 secondes. Et une partie de vous va voir quelque chose. Et vous me direz ce que vous avez vu. Vous êtes prêts? Attention, on y va. Qu'est-ce que vous avez vu? Un singe? Alors c'est marrant, je m'attendais à... Personne n'a vu un tigre? Alors c'est marrant parce que avec une population d'ingénieurs, je m'attendais vraiment au résultat inverse. Je m'attendais à ce que tout le monde voit un tigre. Le tigre, c'est ce qu'on voit si on est à dominance cerveau gauche. Bon, c'était juste un petit test. Alors on va faire maintenant 5 petits jeux, 5 petits exercices pour prendre conscience de ce qu'on appelle notre inertie psychologique. Notre inertie psychologique, c'est ce qui nous enferme dans toujours les mêmes schémas de pensée. C'est ce qui nous interdit d'aller penser à côté, de sortir du cadre. D'accord? Donc c'est ce qui nous conduit à toujours utiliser les mêmes solutions aux mêmes problèmes. Alors pendant cet exercice, je vous invite surtout à être à l'écoute de votre processus mental, de la façon dont vous essayez de résoudre le problème que je vais vous soumettre. Et puis quand vous aurez trouvé la solution, ou quand je vous donnerai la solution, vous essayez de trouver le blocage mental qui vous empêchait de trouver cette solution. En fait, vous allez vous apercevoir que vous vous imposez vous-même des limites pour trouver la solution. Vous êtes prêts? On y va? Alors si vous avez un petit bout de papier et un crayon, ça peut peut-être vous aider. Ou si vous avez des allumettes. Alors je vous donne, c'est un poisson fait d'allumettes qui nage vers la droite, mais pour entrer chez lui, il faudrait qu'il nage vers la gauche. Et donc vous devez le faire nager vers la gauche, donc transformer un poisson qui nage vers la droite en un poisson rigoureusement identique mais qui nage vers la gauche, en ne bougeant que 3 allumettes. Allez-y.
Vous ne pouvez bouger que 3 allumettes pour faire bouger ce poisson, nager ce poisson de la gauche vers la droite. De la droite vers la gauche, pardon. Alors ceux qui ont trouvé, vous gardez votre solution. Et ceux qui ne trouvent pas, regardez bien, soyez conscients de la façon dont vous réfléchissez. Il y en a qui ont trouvé? Il y en a qui ont trouvé alors qu'ils ne connaissaient pas? Vous avez trouvé immédiatement? Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est impossible d'ores et déjà? Vous avez tous trouvé des solutions à 4 allumettes. On est d'accord? Mais il existe une solution à 3 allumettes. Mais votre inertie psychologique vous interdit de la trouver, la solution à 3 allumettes. Alors pourquoi elle vous interdit de trouver la solution à 3 allumettes? Parce que vous vous focalisez sur le corps du poisson et vous vous dites c'est le corps du poisson qui doit rester ici. Donc vous vous êtes créé une règle. Et ça, c'est votre cerveau gauche. C'est votre cerveau de la raison qui vous impose cette règle. Voilà, 3 allumettes. Je ne vous ai jamais dit que le corps du poisson devait rester ici. C'est vous qui vous l'êtes dit. Rappelez-vous le petit insecte qui voit des barrières là où il n'y en a pas. Voilà, ça c'est de l'inertie psychologique. C'est du frein à la créativité. Deuxième exercice. Je vous demande de découper ce rectangle de façon à reconstituer un carré qui aura exactement la même surface. Vous pouvez vous découper ce rectangle comme vous le sentez. Mais mon but, c'est de retrouver un carré avec les morceaux découpés qui aura exactement la même surface. Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est impossible? Alors là, encore une fois, c'est votre cerveau gauche qui prend la main. Votre cerveau gauche, donc le cerveau de la raison, de l'approche cartésienne, lui, il voit un quadrillage. Donc il est en train de vous dire, on peut découper uniquement selon le quadrillage. Mais moi, je ne vous ai jamais dit... Ouais. Il faut oublier le quadrillage. C'est ça, sortir du cadre. Donc en fait, on va couper comme ça. Voilà. Vous voyez? C'est bien vous qui vous êtes imposé une contrainte. Alors je vous donne 6 allumettes. 6 allumettes. Et je vous demande de me faire 4 triangles équilatéraux, sans chevauchement, et de taille identique avec ces 6 allumettes. Je vous demande de me faire 4 triangles équilatéraux, sans chevaucher les allumettes, et que mes 4 triangles équilatéraux aient exactement la même surface, la même aire. T'as trouvé? Ah, ok. Bah, laisse les autres aller au bout. Donc là, vous êtes en train de vous dire, bah, c'est impossible encore une fois. Mais ce n'est pas vous qui vous dites ça, c'est votre cerveau gauche. Parce que vous vous imposez encore une limite. La limite que vous vous imposez, il y en a qui ont trouvé, qui ne connaissaient pas et qui ont trouvé. Il y en a qui ont réussi à sortir du cadre. Ah, il est dur celui-ci. Hein. Là, vous êtes tous en train de trouver, alors je vais vous dire un mot, vous avez tous trouvé la solution. Je ne vais pas vous donner la solution, je vais juste vous donner la limite. Là, vous êtes tous en train de rechercher des solutions en 2 dimensions. Est-ce que je vous ai dit qu'on était contraint à 2 dimensions? Si on raisonne en 3D, voilà. J'ai 4 triangles équilatéraux qui ont la même surface. Et ça, c'est sortir du cadre. 4 maillons, 4 chaînons. 4 chaînons constitués de 3 maillons. Et je vous demande de me faire un collier. Je vous demande de faire un collier
avec ces 4 chaînons en coupant et en ressoudant le minimum de maillons possible. En coupant et en ressoudant le minimum de maillons possible. Donc là, vous allez tous trouver une solution en coupant et en soudant combien de maillons? 3. Je veux un collier, hein. Pas une chaîne, je veux un collier. 2. Il y a quelqu'un qui a trouvé une solution à 2? En coupant 2 maillons et en ressoudant 2 maillons seulement? Je veux un collier avec tous mes maillons. La solution évidente, c'est à combien? 4. C'est-à-dire, je coupe celui-ci, je raboute ici, je referme. Je coupe celui-ci, je raboute ici, je referme, ça fait 2. Je coupe ici, je raboute ici, je referme, ça fait 3. Et je coupe ici, et je raboute celui-ci, et je referme, ça fait 4. Comment? Ah oui, je veux un collier avec mes 12 maillons. Un collier complet. Donc la solution que vous indique votre cerveau gauche, c'est une solution à 4 maillons. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé une solution plus économique? À 3 maillons, tu as trouvé? C'est bien. Tu connaissais ou tu l'as trouvé? Non, c'est bien. Donc là, tu es sorti du cadre. Il y en a qui ont trouvé une solution à 3 maillons? J'ai entendu 2 tout à l'heure. Là, 2, c'est exceptionnel. Hein. Mais 3. Moi, je vous affirme qu'il y a une solution en coupant et en soudant 3 maillons simplement. Je vous affirme qu'il y a une solution en coupant et en soudant 3 maillons seulement. Donc là, vous êtes enfermé dans une famille de solutions. On y va? Là, vous êtes sur le point de me dire que c'est impossible. Alors, regardez. La solution à laquelle que votre cerveau droit ne vous a pas laissé imaginer, c'est celle-ci. Je coupe ces 3 maillons. Eh oui. Tu l'avais trouvé? C'est bien. Et enfin, le dernier exercice. Le dernier exercice. Donc celui-ci, c'est le plus emblématique de ce qu'on appelle le thinking out of the box. Donc je vous demande de joindre ces 9 points. Donc là, vous pouvez faire le schéma sur votre feuille. Je vous demande de joindre ces 9 points. Alors ceux qui connaissent, ne dites rien, ne dites pas la solution. Je vous demande de joindre ces 9 points sans lever le crayon, en passant une fois et une seule sur chacun des 9 points. Je ne dois pas lever le crayon, je dois faire 4 droites. Donc 4 droites consécutives, 4 segments consécutifs, sans lever le crayon, et sans passer plus d'une fois sur un même point. Alors là, vous allez tout comprendre du fonctionnement et de la perversité de votre cerveau gauche. Il faut passer par les 9 points, avec 4 droites consécutives, sans passer 2 fois sur un même point. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé? Non, 4 droites. C'est 4 droites. 4 segments consécutifs. Pas des arcs de cercle. 4 lignes droites. T'as trouvé? À un moment donné, tu dis rien. Ah oui, mais qu'est-ce qui m'oblige à? Pourquoi je me limite à? C'est ça le déclic. Donc là, qu'est-ce que voit votre cerveau gauche? Quelle figure voit votre cerveau gauche? Un carré. Et donc votre cerveau gauche vous a dit, les 4 droites doivent rester dans ce carré. Et là, vous cherchez une solution en restant dans ce carré. Alors que je ne vous ai jamais dit qu'on était obligé de rester dans ce carré. Voilà. Là, on est sorti de la boîte. Ça, c'est l'illustration parfaite du thinking out of the box. Et c'est ce qu'on ne sait pas faire. C'est ce que nos cerveaux d'ingénieurs ne savent pas faire. Alors ça, c'est une petite photo que j'ai montrée à tous les groupes que j'ai coachés aujourd'hui. Si vous vous focalisez sur le problème, vous ne verrez pas la solution. Il faut regarder autour.
ou alors vous allez trouver une solution localement optimale, mais qui sera globalement non optimale. Alors quelques petites vidéos qui montrent bien ce qu'on obtient quand on pense en dehors de la boîte. Là, vous êtes un peu jeune. Demi-finale de Roland Garros, Chang contre Lendl. Et hop. Donc il a fait ce que Lendl n'attendait pas, et il prend le point. Autre, alors c'est que des vidéos dans le sport. Ça c'est du foot américain. Alors, bon, la qualité n'est pas terrible, mais regardez, celle-ci je l'adore. Vous êtes prêts? Ça c'est génial. Alors c'est refait. Ce que j'aime trop, alors là on voit pas, c'est la tête des autres, la tête de l'équipe adverse. Quand ils le regardent. Regardez comment ils le regardent. Ça, celle-ci, je peux la regarder en boucle. Ça, c'était il n'y a pas longtemps. Boum. Voilà. Vous voyez, quand on surprend le concurrent, quand on fait ce qui n'est pas attendu, ben on développe des avantages concurrentiels phénoménaux. Phénoménaux. Il y a un bouquin que je vous invite à lire qui s'appelle Stratégie Océan Bleu, qui consiste justement à imaginer des propositions de valeur qui sont complètement en rupture avec ce qui est traditionnellement admis sur un marché, où on se base sur le coût uniquement. Et dans ce bouquin, Stratégie Océan Bleu, on a passé en revue tout un tas de compétiteurs qui ont réinventé complètement et qui ont pris un marché à contre-courant, à contre-pied, et qui ont développé des avantages compétitifs incroyables. Voilà un peu ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Alors la créativité, c'est pas quelque chose qu'on a d'inné, ça s'apprend, on apprend à être créatif, et c'est une discipline, la créativité. Et malheureusement, cette discipline est très peu enseignée dans nos écoles d'ingénieurs. Alors la créativité, donc c'est un processus en 5 étapes. Déjà, être bien sûr qu'on a formulé le bon problème. Là, vous êtes tous en groupe de créativité. Mettez-vous d'accord sur une vision consensuelle du problème. Est-ce que j'ai bien compris le problème? Est-ce que j'ai bien compris les attentes de mon client? Est-ce que j'ai bien tous les tenants et tous les aboutissants de ce problème? Est-ce que je ne suis pas en train de m'enfermer sur un faux problème? Ensuite, vous allez faire un premier brainstorming où vous allez avoir les idées immédiates. Les idées immédiates, ce sont celles que vont vous pousser votre cerveau gauche. Ça va être des idées non disruptives. Ça va être les idées que votre client a déjà eues. Donc celles-ci, vous les éliminez. Vous nettoyez le cerveau de ces idées immédiates. Vous les interdisez, ces solutions immédiates. Et donc ensuite, vous allez pouvoir partir dans une phase que l'on appelle de divergence. Donc la divergence, c'est là où on a nos limites. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de contraintes, tout est possible, tout est permis. On ne juge pas les idées pendant cette phase de divergence. On laisse tout le monde aller au bout de ce qu'il a envie de dire. On ne lui dit pas non, ça c'est pas possible. On n'a pas de contraintes en phase de divergence. D'accord? C'est open créativité. Donc là, on va fonctionner par analogie, par image, par symbole. On va souvent se dire, bah tiens, comment ce problème est abordé dans un autre domaine complètement différent. Hein, on va sortir du cadre de notre problème. Et c'est là qu'on va trouver des idées souvent en rupture. Alors on va émettre beaucoup d'idées, certaines seront stupides, mais on s'en fiche. C'est justement ce qui va alimenter la créativité du groupe. Hein, ça crée comme ça une espèce d'effervescence, parce que ce que va dire l'un, ça va résonner chez l'autre, qui va renchérir, et puis voilà, on va partir comme ça
un peu en délire. Il faut vraiment créer ce mouvement où on se laisse aller. Et où on s'interdit de juger, on interdit à notre cerveau gauche de prendre la parole. Le cerveau gauche, là, on le bâillonne. Et ensuite, une fois qu'on est allé au bout de ce processus de divergence, où on est parti dans tous les sens, hein, là, on part dans la science-fiction, là, on se laisse aller. Là, on va reconverger, c'est-à-dire qu'on va ramener les idées émises dans le cadre de notre problème, avec les contraintes, les règles de notre problème. Et donc là, on va revenir en cerveau gauche. Ici, l'idée, c'est vraiment de laisser le cerveau droit s'exprimer, d'accord ? De laisser aller notre cerveau droit, et de reprendre la main avec notre cerveau gauche ensuite. Et une fois qu'on a fait ce travail, bah normalement, on a trouvé une solution qui est en rupture, qui cadre avec les règles, et on va choisir la meilleure des solutions parmi celles qu'on a retenues. Voilà, c'est un processus très, très ingénieur finalement. C'est une succession d'étapes. Alors il y a beaucoup vous pourrez trouver beaucoup de choses sur la créativité, sur Internet. C'est vraiment une discipline qu'il faudrait, à mon avis, qu'on renforce dans nos écoles d'ingénieurs. Voilà. Alors ça, c'est un peu ce que je viens de vous raconter, c'est un peu l'esprit d'un master spécialisé que j'ai lancé il y a 2 ans. Là, on est en train d'ouvrir la 3e promo. Donc, quand vous serez ingénieur, si vous avez envie d'explorer un peu ces nouvelles voies et d'être confronté à des intervenants en créativité, bah, vous pourrez vous inscrire dans ce master. Merci, bon courage.